Le focus, cela fait 5 ans que les Syriens souffrent, 5 ans de guerre, plus de 270 000 morts, des millions de déplacés et une solution politique plus que jamais dans l'impasse. Comment la Syrie est-elle arrivée à ce point de non-retour? Fatma Kizilboa et Alper Çakici ont rencontré ceux qui ont participé à la révolution en 2011. Témoignage. On était debout à demander la liberté, la justice et la démocratie en face de la police et de la milice des Chabia. Ils nous tiraient dessus, certains d'entre nous sont morts, mais on continue à les défier sans armes, de manière pacifiste. C'était un sentiment incroyable, je ne peux pas vous le décrire. Au début de la révolution, Mouannad avait 23 ans. Il faisait partie des premiers manifestants qui ont investi les rues d'Alep. Un affront au régime qui lui a coûté 2 ans de prison où il a été victime des pires tortures. Mais Mouannad reste parmi les principaux opposants au régime syrien et poursuit son activisme depuis la Turquie, où il a trouvé refuge. Il vaut mieux continuer à se sacrifier pendant 5 ou 10 ans pour mettre un terme à ce régime, plutôt que d'être dirigé par lui pendant encore des siècles. Dans la plupart des pays, manifester est un droit. Cela fait partie des droits fondamentaux. Mais en Syrie, c'était du suicide. La répression du régime est sanglante. Des militaires syriens gradés font alors défection pour créer l'armée syrienne libre. Nous sommes à 4 mois après le début de la contestation et l'annonce est faite par Riyad el-Assad, ancien commandant de l'armée de l'air. Il y a 3 ans, il se fait amputer d'une jambe après une tentative d'assassinat. Depuis, il n'a plus aucun rôle actif au sein d'une rébellion devenue complètement morcelée. 5 ans après le début de la guerre, il reproche aux puissances occidentales de ne pas avoir suffisamment soutenu l'ASL. Le monde entier a laissé faire. Et aujourd'hui, on nous parle d'une solution politique. Le régime devrait d'abord arrêter ses bombardements et son offensive. Pendant la dernière conférence à Genève, il a continué son avancée à Deraa et le long de la côte. Il a assiégé Alep. Le régime empêche l'accès de l'aide humanitaire et affame les civils, pendant que les États-Unis et l'Europe regardent sans rien faire. Dans ce centre éducatif pour Syriennes, les femmes sont encouragées à devenir plus autonomes. L'association a été fondée en Turquie par Aziza Jaloud. Cette opposante syrienne a passé 11 ans dans les prisons du régime avant même la révolution. Pour elle, même si la lutte armée a désormais peu de chances d'aboutir, la révolution a en tout cas libéré la parole des Syriens qui osent désormais défendre leur liberté. On l'a vu la semaine dernière, il y avait encore beaucoup de manifestations. Si les bombardements cessaient et si le régime arrêtait de tuer les manifestants, je pense que toute la Syrie se mettrait encore à manifester, même dans les territoires contrôlés par le régime. Ces manifestations, Yassine aide à les organiser depuis la Turquie. L'année dernière, il a perdu l'usage de son bras gauche après le largage de barils d'explosifs par l'aviation syrienne sur la ville d'Alep. Pour lui, les négociations de paix représentent l'espoir de voir peut-être un jour cette guerre se terminer. Le cessez-le-feu peut ouvrir la voie à une solution permanente en Syrie. Mais pour cela, il faut que le régime change. Il n'y aura aucune solution tant que Bachar el-Assad restera au pouvoir. Sans cela, impossible selon cet activiste de voir les milliers de réfugiés syriens rentrer un jour chez eux. Les Syriens fuient leur pays en raison de la guerre. Si la guerre cessait, ils resteraient en Syrie. Et si cette guerre a commencé, c'est parce qu'ils demandent le départ d'Assad. Tant que le régime ne changera pas, la crise des migrants se poursuivra. Yassine a fait parvenir des centaines de cerfs-volants comme celui-ci dans les régions du nord de la Syrie, contrôlées par l'opposition. En ce jour d'anniversaire, il espère qu'un jour la révolution arrivera à prendre son envol. Notre invité en plateau, Ziad Majed, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes politologue, professeur d'études sur le Moyen et Proche-Orient à l'Université américaine de Paris et auteur de Syrie, la révolution orpheline, c'est paru aux éditions Actes Sud Paris. Comment est-ce qu'on est arrivé d'une révolution citoyenne pacifique à une guerre civile, d'une violence
inédite? Deux facteurs expliquent cela. Le premier, c'est la férocité du régime Assad qui substitue la politique par la violence. La politique, il s'adresse à travers cette politique-là au monde, aux acteurs régionaux, internationaux, tandis qu'avec les Syriens eux-mêmes, c'est la machine de mort qui fonctionne. Elle a déjà fonctionné sous son père également, dès qu'il revendique une participation, des libertés, ou bien évidemment sa chute. Donc la férocité a fait que la révolution s'est militarisée et elle a opté pour une lutte armée, et puis on est rentré dans un conflit. La deuxième, c'est la position géostratégique de la Syrie, avec plusieurs acteurs concernés, notamment l'Iran et la Russie, ses alliés, mais aussi les monarchies du Golfe, la Turquie, et puis l'Occident, qui également s'est senti concerné. Donc ces deux facteurs-là ont fait qu'avec une Syrie sans vie politique, vu l'état d'urgence et la dictature, la violence est devenue le message et malheureusement le quotidien des Syriens. Vous le disiez, il y a énormément de pays, des dizaines de pays qui sont impliqués dans cette guerre en Syrie. Est-ce qu'on assiste à une guerre mondiale ? Oui, dans un sens, cela a commencé avec l'intervention iranienne et russe, directe ou indirecte, à travers l'envoi d'armes, mais aussi à travers la mobilisation de milices libanaises, irakiennes, afghanes pour venir soutenir le régime. Aussi, le phénomène djihadiste sunnite que Daesh va attirer plus tard, c'est un phénomène d'internationalisation, dans un sens, du conflit, puisqu'ils sont de plusieurs nationalités. Et puis tous les autres acteurs, les monarchies, la Turquie, les États-Unis et autres, se sont engagés, soit pour soutenir l'opposition, soit pour essayer de trouver des compromis. Donc on est passé d'une configuration révolutionnaire nationale à une lutte armée, et puis à une guerre qui s'est régionalisée pour finalement s'internationaliser. Mais tout cela ne change en rien le fait qu'il y a une majorité d'un peuple qui s'est soulevé contre un régime de dictature qui est là depuis 1970, donc depuis 45 ans déjà, et qu'ils ont souhaité tourner la page, puis toute la violence s'est abattue sur eux à cause de cela. Sur le terrain, où est-ce qu'on en est 5 ans après? Visiblement, les forces de Bachar al-Assad ont l'avantage grâce aux Russes. Disons, les Russes ont restauré un rapport de force qui n'est plus défavorable au régime, comme cela était le cas avant le 30 septembre 2015, date du début des frappes russes. Le régime avait perdu 80% du territoire syrien pendant 4 ans de conflit armé après les mois de soulèvement pacifique. Il est resté à Damas, Homs, le littoral, avec des axes routiers importants. Il avait perdu beaucoup de régions durant les derniers mois de 2015, et Assad lui-même avait déclaré début d'été 2015 qu'il a un grand problème de ressources humaines malgré la présence de combattants que l'Iran a mobilisés, d'où l'intervention russe pour d'autres considérations évidemment. Et les Russes ont créé un nouveau rapport de force où Assad a progressé, a repris certaines localités qu'il avait perdues sans pour autant devenir maître du jeu, d'où le processus politique aujourd'hui qui cherche une certaine solution. Comment vous expliquez aujourd'hui le retrait partiel des Russes ? Je pense qu'il faut rester prudent, comme vous l'avez dit au début de l'émission. Les Russes pensent qu'ils ont déjà marqué leur retour sur la scène internationale, qu'ils ont montré qu'ils sont un acteur qui va rester en Syrie, c'est-à-dire ils vont préserver quelques bases militaires, et que toute solution doit passer par Moscou, qu'elle soit militaire ou politique. Maintenant, on parle évidemment de solution politique vu le processus. Donc je pense que dans un certain sens, ils considèrent qu'ils ont fait le grand travail qu'ils devaient faire, même s'ils prétendaient combattre Daesh, ce qui n'a pas été le cas, et Daesh contrôle toujours 40% du territoire syrien, mais ils ont sauvé le régime, et ils sont devenus un acteur incontournable dans les négociations. Autre hypothèse, c'est qu'il y a aujourd'hui aussi un mécontentement russe du comportement de Bachar al-Assad. Il avait déjà annoncé des élections parlementaires avril prochain, bien que 7 millions de Syriens sont déplacés internes, 4,5 sont réfugiés. L'ambassadeur russe aux Nations Unies avait dit que le calendrier, c'est une transition de 18 mois, donc il faut respecter cela. Il avait également parlé de la nécessité de récupérer tout le territoire syrien. Il a été rappelé à l'ordre que ce n'est pas l'objectif de l'opération russe. Et finalement, avant-hier, son ministre des Affaires étrangères a dit qu'on ne parlera pas de transition à Genève, on ne parlera pas de la présidence, bien que l'accord russe-américain, disons
disons, l'accord qui n'est pas définitif. Et le plan de de Mistura, c'est de parler d'une transition. Donc il y a aussi une volonté de dire au régime que grâce à nous, vous êtes là, calmez-vous un peu. Puis il y a peut-être une entente saoudienne-russe qui reste quand même à observer avec prudence. Très rapidement, un mot de la trêve en vigueur depuis 17 jours. On a du mal à comprendre quel est l'intérêt de Bachar al-Assad. Bachar al-Assad a besoin de la couverture aérienne russe, il a besoin d'une puissance de feu que les Russes lui proposaient, parce qu'avant cela, il n'arrivait pas ni à prendre des initiatives militaires, ni même à défendre les positions qu'il contrôlait. Donc il est sous la merci de Téhéran et de Moscou, qui ont imposé ce cessez-le-feu. Du côté de l'opposition, il y avait évidemment une fatigue, de même que du côté de la population syrienne. Et dès que le cessez-le-feu a eu lieu, les gens sont redescendus dans les rues, pacifiquement, réclamer la chute du régime. Merci beaucoup, Ziad Majed, d'avoir été notre invité. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Syrie, la révolution orpheline, paru aux éditions Actes Sud Paris. Tout de suite,